en direct avec Daniel Tosi. Alors, Daniel Tosi, pour moi, c'est pas une Madeleine de Proust, c'est un paquet de Madeleine de Proust. J'ai su qu'il existait, alors que lui, il ne savait pas. Sinon, pour une œuvre de sang et d'or, qui est une fraise de Lacombe Massotte et Joanne Tocabens, qui a eu lieu en 91 ou en 90, la première. 92-93, je pense. Dont tu as assuré la partition. Ouais, ouais. Et je faisais la messe puisque j'étais évêque de Ségovie et monsieur fait grincer un violon. Premier choc. Ouais, ouais. Alors, avant, je savais que tu existais parce que tes parents étaient producteurs de fruits et légumes. Oui, qui vendaient au marché d'Elne quand il y en avait encore un, pour les professionnels, mon père étant épicier, etc. Et il racontait déjà qu'enfant, tu tapotais partout, tu maintenais le rythme. Alors on va revenir à ce premier souvenir, l'enfance d'un chef, comme dirait un titre. Avec le beau titre, ça, c'est bien. Alors comment la musique t'a pris? Oh bah écoute, tu sais, ça c'est vraiment... surtout, elle m'a pris, je crois, dès le départ, hein, dès que je voyais mon père jouer de la trompette, jouer de l'accordéon, j'avais 5 ans et tout, j'ai vraiment tout de suite voulu faire de la musique. Naturellement, je chantais tout le temps. Les gens dans la rue m'arrêtaient pour soi-disant, je ne me souviens pas moi, oui. Mais pour que je leur chante quelque chose, parce que apparemment j'avais une très jolie voix. Et donc, et puis beaucoup d'intention, beaucoup de... Tout de suite, j'ai eu envie, en effet, et le rythme, c'est un petit peu la vie. Hein. C'est ce que disait Menuhin, on reconnaît un musicien au sens du rythme, tout à fait en premier lieu. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de choses là-dessus. Et puis très tôt, je me suis trouvé sur scène, après, en ayant mes instruments de musique, le piano, la trompette, un peu de violon. Et je me suis retrouvé sur scène rapidement dès l'âge de 12 ans. Pas forcément pour les musiques classiques, que j'adorais déjà d'ailleurs, mais pour les musiques de variété, parce que j'avais quand même des groupes qui m'avaient demandé, ils savaient que j'étais musicien, dès 12, 13, 14, 15 ans, j'avais écrémé pas mal de lieux, de balles, donc j'ai touché un peu à tout ce qui est musique de rock, variété, etc. Très tôt, jazz également. Avant de me dire vraiment, dès l'âge de 14-15 ans, que je voulais être musicien. Ça m'est tombé dessus. Je me souviens, j'étais en Angleterre à ce moment-là. Et puis, lorsque j'étais à Carnaby Street, je me suis dit, bon, cette fois, et je vis des musiciens anglais, j'ai vu des musiciens rock, c'était vraiment un peu mon monde à ce moment-là. En quelle année? C'était dans les années 68, 69, 68, 67, 68. Explosion, et il y avait des groupes partout, j'allais les écouter le soir, et j'avais des amis anglais qui m'avaient invité. Et c'est un peu là que je me suis dit, mais en même temps, je rencontrais des guitaristes classiques, au même moment, il y avait une sorte de mélange de musique qui m'interpellait. Et puis c'est vrai que dès que j'ai étudié la musique dans le conservatoire de province, mais à Toulouse, je suis resté 2 ans, j'avais quoi, de 15 à 17 ans, c'est là un peu que tout s'est fait, je suis rentré au conservatoire, les choses sont plus axées vers la musique classique. Hein. Et là, je suis rentré là-dedans comme un fou, et à fond. Hein. À fond, parallèlement à mes études au lycée, j'étais dans un lycée Saint-Cernin, avec cette fille, et comme j'étais le seul garçon, on ne m'embêtait pas, je faisais de la musique à fond. Ça tombe bien. Ça tombait bien. Et ensuite, une fois que j'ai eu mes prix à Toulouse, je suis parti directement à 18 ans, 17-18 ans, à Paris pour entrer au Conservatoire de Paris. Et là, à nouveau, suivre les classes d'analyse, de composition, d'écriture, de fugue, de contrepoint, d'harmonie, tout ça, jusqu'à ce que j'ai tous mes prix, jusqu'à ce que j'ai également, je concours pour le prix de Rome après. Voilà un peu mon parcours, donc entre la province et puis Paris, entre les musiques. Non, c'est pas étonnant que souvent après, lorsque je suis venu à Perpignan, dès qu'il y avait une musique hors du monde classique, je m'y intéressais aussi. La musique gitane, la musique rock, la musique... J'avais des très bons au conservatoire, j'ai fait appel à d'excellents musiciens de jazz. Donc j'ai travaillé avec eux, j'ai fait des choses avec l'orchestre symphonique, et François Jeannot, Daniel Humer, mais pas qu'ici, à Quimper, à Rennes, un peu partout en France. Donc j'ai eu tout de suite une attitude créative importante, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan littéraire même, hein, parce que j'ai fait une thèse de doctorat en Sorbonne, j'ai fait tout ça. Mon habitation à Rome pendant 3 ans avec les Médicis
m'a fait retrouver mes sources italiennes. Mon père était italien, donc forcément... Tosi. J'ai retourné chez moi, ils étaient florentins, ils étaient venus là juste au moment sous le régime fasciste, ils ont fui, toute ma famille a fui, et donc malheureusement certains sont morts, des oncles, des grands-oncles, ils sont venus ici parce qu'il y avait la famille qui était déjà installée là, et qui a permis une éducation un peu à la française et en même temps à la catalane, puisque j'étais chez mes grands-parents, d'un côté catalan, d'un côté italien, et puis le français c'était à l'école, quoi, parce qu'on parlait catalan et on parlait italien de deux bords, et du coup ça m'a donné une richesse. Tu parles italiano? Parlo italiano perfettamente, sono italiano, la famille. Et donc tout ça m'a ouvert vraiment l'esprit et m'a permis de fréquenter beaucoup de monde, aussi bien du côté espagnol, aussi parce que j'ai étudié l'espagnol, aussi c'était ma première langue. Et lorsque je me suis retrouvé à Barcelone avec le prix de la Villa Médicis hors des murs, après la Villa Médicis, j'ai été beaucoup à Majorque, j'ai participé au festival, j'ai dirigé les orchestres de Majorque, de Barcelone, de tout ça, et puis l'orchestre italien évidemment à Turin, à Rome, qui m'ont donné un planel d'activités assez important, qui m'ont enrichi sur le plan de la création surtout. Parce que ici à Perpignan, lorsque je venais diriger l'orchestre, c'était un répertoire à 80% classique et à 20% un répertoire contemporain. Vous savez, avec Aujourd'hui Musique, pendant des années, on a invité les plus grands groupes, les plus grands compositeurs de la planète, on peut dire. Et ça a donné une image de créativité intense au sein de ce conservatoire que j'ai mené pendant 33 ans. Donc une belle affaire. Je ne pensais pas y rester autant. Je suis arrivé ici un peu dans les années 90, 89 plus exactement, en pionnier, en me disant tiens, c'est comme si j'allais conquérir l'Ouest et on va faire quelque chose. Si ça ne marche pas, tant pis, je serai tombé, je partirai. Et puis ça tout de suite, la mayonnaise a tout de suite prise parce qu'il y avait un vrai besoin. Puis ça correspondait à une époque aussi, dans les années 80, où on était un peu affamé de ça, il y avait des centralisations, des concentrations, etc. C'était le moment ou jamais de le faire. Je l'ai fait, j'ai failli partir plusieurs fois j'ai pris mon bagage, comme dirait la chanson. À cause des politiques, à cause de quoi? Oui, à cause de ce que je n'obtenais pas, si tu veux, parce que j'obtenais, mais jamais assez. Certains me diront t'obtenais beaucoup, mais moi je trouve que pas assez. J'ai pas réussi vraiment, par exemple, à créer un orchestre vraiment professionnel à plein temps comme celui de Montpellier, de Toulouse, ferme, parce que j'aurais voulu le faire. Je ne suis pas arrivé pour faute de crédit, faute de deniers. J'allais tout le temps pleurer pour avoir des deniers pour Aujourd'hui Musique, pour le festival lyrique, pour l'opéra, pour l'opérette, pour la musique contemporaine bien sûr, pour la musique classique symphonique. C'était tout le temps des pleurs et des cris à droite à gauche, et je dis 100 fois j'ai pris la porte en disant écoutez, je m'en vais puisque c'est comme ça, retenez-moi sinon je pars. Alors des fois on m'a retenu, Jean-Paul Aldi m'avait retenu, c'est le seul qui m'a vraiment retenu là. Oui, mais Jean-Paul, l'intérêt de Jean-Paul qui a fait les défauts de la terre, je sais que je l'ai asticoté, mais maintenant on s'aime beaucoup, c'est qu'il est cultivé l'animal. Oui, absolument. Donc il voit ce qu'il perd. On prend Robert Villa, dont je ne dirai aucun mal bien sûr, mais le rapport à la culture est différent, on dira ça publiquement. En tout cas, dans les années 98, je devais partir à Caen, puis à Paris au Conservatoire. On m'a demandé de présenter ma candidature au Conservatoire supérieur de Paris. Je ne l'ai pas fait dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai pas mal hésité. Mais parce que je sentais que je n'avais pas vraiment la possibilité d'aller encore plus loin que ça. Et puis finalement, je suis resté. Le Festival Aujourd'hui Musique m'a beaucoup aidé à ça, parce qu'on a fait vraiment un travail de fou. Donc c'est la musique contemporaine aujourd'hui, musique comme son nom l'indique. Oui, là j'y suis plus tellement, puisque j'ai passé, disons qu'à un moment donné, je me suis retiré, je me suis dit que je n'étais plus programmateur, j'étais surtout compositeur, et je n'allais pas devenir directeur à vie d'un festival de musique contemporaine. Je préfère butiner de ci, de là, pour faire un miel qui est tout mien. C'est vraiment la formule qui m'a permis de donner suite à plein de projets, que ce soit en Italie, que ce soit en Turquie, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Espagne, à Majorque, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays du Nord, à Bruxelles. J'ai parcouru un petit peu de tous ces pays-là, aux États-Unis aussi, au Canada. Donc j'allais pas rester que perpignanais. C'était ma collaboratrice à l'époque, c'est Jackie Surjus, qui est directrice du Théâtre de l'Archipel. Donc c'est elle qui s'en occupe parfaitement. D'ailleurs, le festival continue et j'en suis ravi, puisqu'il faut vraiment que ça continue, ça se perpétue. Ça prouve qu'il y avait une nécessité et un besoin, et ça façonnait un peu
l'allure d'un conservatoire moderne à l'époque, ouvert sur tout, et puis surtout maintenant un théâtre de l'Archipel qui a voulu, Jean-Paul notamment, et pas mal de gens qui le souhaitaient, aussi bien des mélomanes que des gens attachés à tout ce qui était artistique, aussi bien sur le plan théâtral que sur le plan. Je trouve qu'il y a une belle programmation depuis toujours. Tu es content de l'outil théâtre de l'Archipel? Ah moi tout à fait, moi je vois que c'était indispensable pour Perpignan, heureusement qu'il y a ça, parce que je veux dire, il faudrait vraiment, il y a quand même un apport de culture qu'il n'y aurait pas certainement, des conditions aussi de montage des spectacles, des conditions pour la musique contemporaine, des conditions pour l'opéra quand il y en a, pour les concerts. Enfin, je veux dire, quand même j'ai vu qu'il y avait les plus grands groupes qui venaient ici. C'est fabuleux que les gens un peu de culture à Perpignan, et j'espère tout le monde puisse avoir accès à ça. Il y a un travail qui est fait en pédagogie, il n'y a rien à dire là-dessus. Est-ce que les spectateurs ont plaisanté à propos de la musique contemporaine? C'est pas des bourgeois finalement et des snobs qui vont au théâtre de l'Archipel? Ou est-ce que, sans qu'il y ait le lumpenprolétariat, comme dirait Marx, il y ait la classe moyenne qui trouve que c'est bien d'aller au spectacle, enfin au-delà du spectacle? Certainement. Il y a une façon de dire c'est super d'aller là, il y a aussi la curiosité, il y a une part de snobisme, forcément, et ce que disait d'ailleurs François Bell à l'époque, le grand compositeur de musique électroacoustique, quand on disait mais combien de personnes s'intéressent à la musique contemporaine. En France, on lui dit il y en a 5000, mais là-dedans, vous savez, il y en a peut-être 3000 ou 4000 de snobs. Mais peu importe, les snobs bienvenus, puisque déjà ici, ils viennent. Ce qu'il faut, c'est rechercher un public, quel qu'il soit. Après, si on peut avoir, on a eu souvent beaucoup de monde, et je pense qu'il y en a pas mal qui suivent la musique contemporaine ici à Perpignan, encore, et tant mieux, au théâtre de l'Archipel, parce que c'est quand même la musique qui se fait aujourd'hui, sur le plan plus intellectuel sans doute que les autres musiques, mais bon c'est très bien. Je pense qu'il faut, peu importe le public, il faut que le maximum de personnes puissent avoir accès à ça. Donc je pense que le théâtre de l'Archipel, vu les prix qui sont pratiqués, vu et c'est pareil au conservatoire, la quasi-gratuité de certains spectacles, tout le monde peut y aller. Je recommande beaucoup d'aller à ces spectacles-là. Ce que fait Flashback aussi, lorsqu'ils font ces concerts à 100 mètres du centre du monde, ben voilà, c'est des événements qui sont fondamentaux pour pouvoir découvrir l'art actuel, ce qu'on appelle l'art, c'est-à-dire une musique recherchée, travaillée à la suite de tous ces grands, de Beethoven à Debussy, à Ravel, à Messiaen, à Boulez, etc. Alors voilà, c'est très fort qu'il y ait ça à Perpignan, tout le monde n'a pas ça quand même, hein. Et tout le monde n'a pas eu ça. On a eu une chance inouïe pendant une trentaine d'années, quand même d'être suivi par les politiques, là oui. Après, moi j'ai toujours trouvé que les moyens n'étaient pas suffisants, et encore aujourd'hui. Parce que mais il y a tellement de gens qui réclament aussi bien dans tous les domaines que bon, et le skate alors. Voilà, on faut se contenter de ce qu'on a, essayer de faire pour le mieux, mais avec des budgets très moyens. Voilà. Donc. Alors le conservatoire, reparle-nous du conservatoire. Tu le diriges à partir de quand et tu as une vision, tu as un projet. Ah oui. Tu ne fais pas que gérer. Non, ben surtout pas. Moi, je suis venu, vous savez, quand on passait les concours de directeur de conservatoire sur le plan national, c'était un concours qui avait lieu tous les 3-4 ans. Moi, je l'ai passé en 81. J'ai eu ce concours, j'étais premier nommé. Donc, c'était vraiment... Pourquoi ? Non pas parce que j'étais un féru d'administration. À l'époque, c'était pas la peine. On nous demandait surtout d'être un musicien, d'être respecté par les professeurs en tant que musicien. Tous les grands directeurs de conservatoire en France, que ce soit Jacques Murgier, que ce soit, je sais pas moi, Gabriel Fauré, conservatoire de Paris, Duty, Delvincourt, des gens comme ça, c'était avant tout des musiciens. Ils étaient épaulés par une équipe administrative. Mais on a dit pourquoi musiciens? Parce qu'il fallait quand même savoir dans quel sens on orientait l'apprentissage des jeunes. Qu'est-ce qui était le plus utile pour eux, pour progresser, pour avancer? Quel qui était le plus utile pour devenir des professionnels s'ils le voulaient? Qu'est-ce qui était le plus utile pour être de bons amateurs éclairés, auditeurs? Comment forger l'écoute? Comment les inciter à écouter la musique du passé, la musique du présent, la musique du futur? C'était ça mon projet. Et je me rendais compte que dans les conservatoires, à l'époque, dans les années, il y avait un élan vers ça. Mais on n'y arrivait pas toujours, parce que les gens, aussi bien dans les municipalités qui géraient, puisque là c'était l'argent public des municipalités, étaient plus intéressés à ce qui est un apprentissage, mais bon, qui reste de l'apprentissage, B.A.B.A., solfège, instruments, etc. Moi j'ai voulu l'apprentissage de l'écoute. C'est vrai que
j'ai demandé à ce que les concerts étaient obligatoires, que les concerts soient obligatoires. Pas pour embêter le monde, simplement c'est pour pas que le guitariste qui apprend la guitare, il n'y ait que la guitare qui compte dans sa vie et qu'il n'écoute pas le voisin qui joue du hautbois. Voilà, qu'il ait l'amplitude, qu'il n'aille pas écouter des groupes de jazz, des groupes de musique de rock. C'était la façon d'obliger de dire voilà, vous avez une dizaine de concerts, une vingtaine de concerts par an, obligatoires. Ce sont des travaux pratiques. Il faut aller écouter ce groupe. Il faut aller écouter ces professeurs qui jouent un quatuor à cordes on parle de Gabriel Fauré, ou de Debussy, ou de Ravel, ou de Brahms. C'était un peu le but. Donc les profs aussi jouaient. Ça permettait aux professeurs de jouer. Parce que vous savez, un professeur qui ne joue pas, c'est sclérose, il n'a plus envie. Il met son instrument dans sa boîte, il ne l'amène même pas au conservatoire, et puis il dit, bon petit, il faut que tu te tiennes comme ça, et tu joues ça, tu verras, ça fera du joli son, si tu travailles souvent. Mais que l'élève est un modèle, que l'élève puisse entendre son prof sur scène, voir que c'est un artiste. Il n'y a aucun musicien qui apprend la musique pour devenir professeur. On apprend la musique pour faire de la musique, avant tout. Après, il n'y a pas de débouché, donc on devient prof. Certains réussissent merveilleusement, ce sont des pédagogues, d'autres beaucoup moins bien. Et puis certains font musicien d'orchestre, parce que ce n'est pas leur truc d'enseigner. Donc, mais en tout cas, la musique, il faut la pratiquer, il faut la faire pratiquer par tous le maximum. Quand je voyais, par exemple, en Allemagne, à côté, à Barcelone, dans les petits villages, des villages de 5000 habitants, qui ont des chorales fantastiques, avec des voix de feu, avec des répertoires merveilleux, tout ça parce que, bon, en France, on a supprimé les maîtrises depuis la Révolution française, il y a toujours un roi en Espagne, on a gardé, donc finalement, peu importe. Ça sert à pas couper la tête à certains rois. Oui. Et en Angleterre aussi, il y a des maîtrises fabuleuses, le chant c'est quelque chose. Dans chaque petit village, il y a pratique la musique. Quand vous allez dans le nord de la France, tous les mineurs jouaient d'un instrument de musique, on leur offrait. Maurice André a joué de la trompette dans les Cévennes parce qu'il allait dans la mine, et à la sortie, on lui disait, c'était merveilleux. Je pense que la musique apporte beaucoup. Aujourd'hui, on devrait faire pratiquer la musique à tous les jeunes qui en ont envie, parce que ça ne s'oblige pas. Mais les inciter à ça, en tout cas. Pourquoi pas, en leur présentant. Ça se fait de plus en plus. Et au conservatoire, moi, ce que j'aurais aimé, c'était la gratuité, pratiquement pour tout le monde. Alors, on est arrivé à un certain moment, mais ça coûte tellement cher que finalement, on a dû faire payer des droits d'entrée qui sont vraiment pas... Ils sont vraiment pas par rapport à... Oui, par à ce que ça coûte, bien entendu, par rapport à la qualité. Et puis, si vous êtes non contribuable avec toutes des choses... Oui, puis on était de Perpignan, voilà. Donc il y avait toute une histoire. C'est pas terriblement cher, c'est vraiment... Si on veut faire de la musique, on peut y arriver ici à Perpignan. En tout cas, je sais pas maintenant, parce que j'ai quitté ce conservatoire il y a maintenant 3 ans, bientôt 3 ans. Donc c'est plus, donc 3 ans, mais ce qui fait que j'ai pas suivi l'évolution. Maintenant, je suis à la retraite de l'enseignement et je me consacre exclusivement à mes partitions, à mes directions d'orchestre, et c'est déjà beaucoup. Donc j'ai consacré 30 ans de ma vie, une grande partie de ma vie à la pédagogie, parce qu'il fallait convaincre les professeurs, il fallait convaincre les administratifs, et il fallait convaincre, et j'y suis quand même pas mal parvenu, à maintenir certaines finances pour faire fonctionner un établissement de 200 professeurs. C'est pas rien. C'est pas rien du tout, c'est une entreprise. Masse salariale, comme on dit. C'est une grosse masse salariale, et que ce soit d'abord la ville de Perpignan, ensuite l'Agglo et la métropole maintenant maintient ça. Bravo, parce que c'est quand même très bien, quoi, voilà. Et malheureusement... Et la visibilité, parce qu'on avait une visibilité qui dépassait le département. Ah, complètement. Vous savez, quand j'étais bien invité des compositeurs qui venaient de Turin, qui venaient de Rome, qui venaient de Majorque, qui venaient d'Angleterre, qui venaient évidemment, même les Barcelonais se disaient, mais qu'est-ce qui se passe à Perpignan, hein? C'était un type comme Xavier Benguerel, qui est un des plus grands compositeurs espagnols de la deuxième moitié du XXe siècle, se disait, mais mes créations, elles avaient lieu à Perpignan, elles avaient lieu à Totavel, quand mon fils dirigeait le festival. Diego, oui, absolument. Donc, on a créé la dernière œuvre de Xavier Benguerel, qui était la traduction du cimetière marin de son père, Xavier Benguerel, qui avait mis 20 ans à traduire tous les grands poètes français. Xavier Benguerel, qui était réfugié au Chili pendant juste après la guerre d'Espagne. Donc ils sont revenus après, et c'était des gens qui ont eu leur création ici, mais pas que lui. Albert Sarda, des compositeurs, Carlos Guinovart, j'en citerai d'autres, Luis de Pablo. On a
a joué Via Joseph Rose, une pièce merveilleuse à Châles-Dominique. Il y a eu des événements considérables. Et ces compositeurs disaient, mais c'est un centre, on faisait partie des centres culturels. Du centre du monde, pour le coup. Ben vraiment, oui, en musique contemporaine, non, il y avait des festivals peut-être présomptueux, qui sont plus importants que les miens. Il y avait Strasbourg, il y avait même Bruxelles à un moment donné, oui, Paris, jusqu'au présent. Mais il y avait une dimension créative, parce que ce qu'on faisait, c'était vraiment toujours la créativité et de la création sur place avec les musiciens d'ici. On rejouait certaines œuvres. Et ça, c'est gravé quelque part, on peut le réécouter sur Spotify, je pense que la médiathèque de Perpignan, du conservatoire, a des enregistrements de ça, c'est évident. Moi, j'en ai évidemment. Et puis, il y a en tous les catalogues que Jackie Surjus faisait à l'époque avec Campler, l'équipe de Campler, où il y a tout à noter. C'est vraiment une sorte de... Quelqu'un voudrait faire une thèse là-dessus. Doctorat, il y a vraiment matière entre les années 90 et 91 exactement. Et maintenant, il y a de quoi faire vraiment... moi, j'ai eu vent parce que on s'est croisés à cette époque parce que je faisais déjà le même métier. Mais je me demande, c'est une obsession, est-ce que la population perpignanaise sait que ça a eu lieu? C'est mon obsession un peu. Je pense que oui, parce qu'il y avait des affiches énormes d'aujourd'hui musique à l'époque, et même aujourd'hui, je pense que c'est quand même médiatisé. Il y a un livre à sortir en fait historique. Ah oui, très certainement. Ouais, des making-of, des concerts avec des disques. Mais c'est pas un livre, c'est carrément une encyclopédie. Non, il y a une encyclopédie là-dessus, c'est évident. Ah oui, vraiment, à tous les niveaux. Mais bon, il faut trouver des gens qui ont le temps de faire ça et l'envie, surtout, et la passion de le faire. Il y a tout ce qu'il faut, le matériel est là. Et le public, le grand public perpignan, bien évidemment, il y a des gens qui ne s'intéressent pas, ils ont le droit, c'est pas un problème. Mais il y avait quand même un public qui ont été pleinement m'arrêter dans la rue pour me dire comment ça se fait que cette musique elle est dissonante comme ça, qu'est-ce que vous y trouvez, pourquoi vous faites ça. Pourquoi faire grincer un violon? Parce que c'est une expression pour que nos dents elles grincent dans la vie, notre cerveau il grince, tout n'est pas rose dans la vie. Ah bon? Et non, voilà. Alors avant Chopin s'écrivait dans la douleur avec des maintenant on s'écrit avec des sons, tous les sons sont bons. Hein. On peut s'exprimer totalement différemment. On a le droit. Avec des gros melots. On a le droit. Ce qui est important, c'est l'expression. Je trouve qu'un artiste, il doit exprimer quelque chose. Il doit dire quelque chose à travers son œuvre. Il doit, je vous ai dit tout à l'heure, là, dont on parlait de manière abrupte, que j'aimais pas qu'une œuvre soit belle. Je m'en fous de ça. C'est pas en nombre d'or. Pas du tout. Je trouve qu'une œuvre doit exprimer quelque chose. Ouais. C'est la première des choses. Une œuvre doit me parler. Elle doit parler au public. Si elle parle, c'est bravo, c'est formidable. Après, que une photo soit belle, oui, là, il y a devant moi des belles photos, super, mais bon, j'oublierai vite ça, tandis qu'une œuvre, certaines œuvres, je ne les oublierai pas. Jamais. Il y a des choses qui... Koum de Chelsea, j'oublierai jamais, par exemple. Hein. Et puis certaines autres œuvres, par exemple, je sais pas moi, certaines pièces de Xenakis, par exemple, Jonché, j'oublierai jamais. À la Salvagram, j'ai entendu ça. Pour moi, c'est une pièce que j'ai chez moi, maintenant, en partition. J'ai acheté pour moi. Et la musique aussi. Parce que approprié Xenakis. Parce que certaines pièces, pas tout, certaines pièces de Pierre Boulez aussi m'intéressent. Yvo Malek, Dutilleux, Messiaen. Avropart. Oui, Avropart. Moi un peu moins, mais pourquoi pas. Il émeut certaines personnes, moi un peu moins. Moi, je suis plus ému par les musiques électroacoustiques. Ces pièces de François Bell, certaines pièces de Bernard Parmigiani, même de Pierre Schaeffer, même la symphonie pour un homme seul des années 50 m'émeut. C'est un peu surréaliste, c'est tout ce qu'on veut, mais ça donne... J'ai envie d'écouter ça, plus qu'une symphonie de Mozart, qui m'émeut beaucoup, Mozart, sans arrêt, quelles que soient ses musiques dans les dernières années de sa vie. Donc c'est très variable. Le requiem, c'est dire. Mais le requiem, mais pas que le requiem. Le requiem, pour moi, c'est un cri qu'il a donné. Ça aurait pu, c'est un cri de lui-même avant sa mort, ça c'est certain. Comme beaucoup, on compose requiem pour soi-même. C'est vraiment qu'il l'a dit, c'est Schumann. Hein, donc c'est un cri, mais toutes les dernières œuvres de Mozart, que ce soit l'Ave Verum, que ce soit la Flûte enchantée, que ce soit les opéras, c'est des bijoux de créativité. Après, je ne sais pas si c'est beau ou si c'est pas beau, c'est autre chose. Voilà. Moi j'aime bien. Oui, mais c'est expressif. Ça donne vraiment beaucoup
l'expression. Concerto pour piano numéro 20 ou numéro 23. Ça, c'est unique, on a l'impression que ça vient directement de notre planète. Hein, donc ça, évidemment. Chant des sphères. Mais c'est pas forcément beau, c'est expressif pour moi. D'accord. Voilà. Non, oui, donc tu n'as rien contre le beau, le beau, le beau tant mieux. Non, j'appelle pas ça expressif, c'est ce que je cherche dans une œuvre d'art. D'accord. Je cherche pas forcément qu'elle soit belle, voilà. Qu'elle exprime quelque chose pour moi, dans mon propre, qui exprimera quelque chose de différent pour mon voisin, ou pour qui on voudra. Mais pour moi, l'expressivité en art, c'est ce qu'il y a le plus fort. Une lecture, je sais pas moi... L'Iliade, l'Odyssée, voilà, c'est une expression, voilà. C'est pas, ça reste pas simplement au niveau de la fable, c'est vraiment à un niveau personnel que ça me touche. On est tous des Ulysses en germe, par exemple, et on a envie de voyager, de partir, de revenir, de ne jamais revenir aussi. Hein. Comme dirait Marguerite Duras, je voudrais une indication pour me perdre. On lui dira. Alors, on va revenir, il y a eu un drame il n'y a pas si longtemps, il y a un an en fait. C'est pas London, Paris-Brultil, c'est Saint-André-Brultil. Oui. C'est un incendie qui a démarré sur la côte et qui est arrivé jusqu'à chez toi et qui a cramé qui a cramé des archives. Pratiquement, non, mais mes partitions, j'ai perdu pratiquement la moitié de mon travail. Et 40% de mes œuvres proprement dites, c'est-à-dire des œuvres que malheureusement n'étaient pas éditées parce que je comptais le faire maintenant que j'ai plus le conservatoire, m'y repencher, comme disait Guillaume de Machaut, colliger mes œuvres. Hein, et ben je comptais faire ça maintenant que j'étais à la retraite du conservatoire, que j'avais plus cette charge, parce que c'était devenu une charge administrative assez intense, beaucoup plus qu'au début, compte tenu du changement, de l'évolution du monde. On doit administrer. Voilà, on devrait l'hôpital me dit la même chose. C'était devenu très difficile. Donc je voulais consacrer ce temps-là, ce nouveau temps que j'avais, à colliger mes œuvres et puis regarder et faire éditer tout ce qui me semblait intéressant pour moi et qui pouvait intéresser le monde, dans le monde artistique. Et puis finalement, je ne m'a pas laissé ce loisir. J'avais mes partitions dans 3 chalets que j'avais mis parce que j'aimais bien travailler dans les chalets, aussi bien les instruments de musique, parce que s'il y avait un son, il y avait tout ce qui sonnait super bien par rapport au béton de chez moi. Donc j'étais là-dedans, j'avais tout mon matériel là-dedans. Et évidemment, mes partitions et les copies de ces partitions ont pris feu. Les deux dans le même panier, c'est les deux dans le même panier, tout ça. Et du coup, c'est tout ce qui a été écrit entre 1980... 79, j'ai commencé en 1979, jusqu'à 2011 à cramer, quoi. Hein. Et tout ce qui est édité, parce que j'ai édité quand même tout ce qui sortait depuis 2011, pendant 13 ans, ça c'est resté, et c'est chez les éditeurs. Donc j'avais la chance de pouvoir les retrouver. Mais avant, non, sauf si c'est des musiciens qui ont joué cette musique. Voilà, et donc tu es parti en quête de récupérer au travers des musiciens. Au travers des musiciens qui ont joué avec moi, ou des musiciens qui ont joué dans le monde entier. Là récemment, je viens de recevoir Che Sera Sara, une pièce à laquelle je tenais vraiment absolument, et qui avait joué Jean-Pierre Dupuy, un très grand pianiste et très grand mentor de la musique contemporaine dans le monde entier, et particulièrement en Espagne, où c'est le numéro 1, le number 1, pianiste français, mais habitant depuis des années à Barcelone, depuis presque 50 ans, et qui avait cette partition-là. Et non seulement il y avait cette partition-là, mais le plus fort, c'est que j'avais des bandes magnétiques, ce qu'on appelait les bandes magnétiques, j'en avais une centaine, qui ont cramé comme un seul homme. Donc, ça brûle bien. Ça brûle très bien. Donc tout ça, j'ai pas retrouvé. Et cette pièce, elle est pour piano et bande magnétique. Donc même si j'avais la partition de piano, il avait lui aussi, heureusement, il l'avait enregistré à l'époque, enfin il l'avait donné en concert, pardon, et il avait donc la bande que je lui avais envoyée au moment de la création en 79. Donc fort heureusement, il y a quelques jours, j'ai pu enfin récupérer ça. J'ai des partitions d'orchestre immenses, Alter Ego, tous ces gens qui sont des pièces qui avaient été écrites sur papier calque à l'encre de Chine. Je travaillais comme ça à l'époque. C'est même un travail esthétique à exposer. Oui, ça avait été exposé d'ailleurs au musée de Céré, c'est mes partitions. Au musée de la musique? Non, au musée d'art moderne. Car, comme un peintre, c'était des partitions, vous savez, graphiques beaucoup à l'époque. On faisait beaucoup ça, c'était un peu à la mode. Et puis pourquoi? C'est un nouveau langage que j'essayais d'instaurer, auquel je croyais beaucoup, et j'y crois toujours d'ailleurs, il n'y a pas de... Mais refaire ça, non, parce que c'est des partitions qui me prenaient, pour faire une page, je mettais une semaine à 8 heures par jour. Donc, comment voulez-vous que je puisse faire ça maintenant? Je continue à diriger, je suis encore invité un peu à droite à gauche, bientôt à Majorque, on a des projets un peu sur tout le plan régional, à Paris également, donc
fait que c'est très difficile pour moi de reprendre ça. Et puis on ne se réveille pas 2 fois dans le même fleuve. Hein. Oui, donc, disait Parménide. Voilà. Donc, ce qui fait que non, si je retrouve, tant mieux. Si je ne retrouve pas, ben, c'est du perdu. Après tout, il y a des tas de gens qui perdent des choses. Oui, oui. On a vu récemment encore à Valencia. Donc, c'est compliqué de. On n'est pas seul. Moi, j'ai beaucoup de peine pour tous ces gens qui perdent. Oui, Fenice a brûlé, le lycée a brûlé. Donc, mais quand on perd du matériel, bon, c'est triste, hein, mais quand on perd des œuvres d'art, c'est encore plus. C'est la vie qu'on perd. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est une bibliothèque qui flambe. Quoi. Souvent, quand je me lève très tôt la nuit pour réécrire. 3 heures 2-3 heures du matin. Je dors très peu depuis des années. Et quand je me lève, c'est pour réécrire ça. Et j'ai un pincement moral dans le cœur, ce qui me fait me lever, parce qu'il faut que je me retrouve, je me recherche quelque part. Alors tu es un homme d'urgence. Je te dis ça pas parce que les urgences ont explosé à Perpignan, et encore que, mais toi la notion d'urgence ça te parle. Il y a quelque chose qui t'a toujours dévoré pour que tu te mettes en branle, en activité, écrire et jouer. Alors raconte-nous. Parce que tu es une personne rare, puisque maintenant les gens sont plutôt apathiques, voire aplatiques. Je viens un peu d'expliquer en disant ça, c'est un peu toujours pareil. Même quand ça n'avait pas brûlé, je me levais pour mes œuvres, c'était évident. Je me levais, je n'avais pas envie de dormir, j'avais envie d'écrire, d'écrire, c'est tout. Et ça depuis des années. Depuis l'âge de 12-13 ans, quand je commençais à écrire de la musique. De la musique, mais du texte aussi, éventuellement. Du texte aussi, j'ai écrit du texte, c'était publié chez Traboucaire, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Roma, où il y a parce que souvent quand j'écris une œuvre, j'ai un argument poétique personnel, ou écrit que j'ai écrit, ou que j'ai dicté sur magnétophone à l'époque, et qui me donne la trame un peu de ma composition. Et donc j'ai voulu faire dans ce bouquin, qui est dans les années 2000 à peu près, une page de la musique qui correspond à un texte que j'ai écrit. Mais je me suis arrêté d'écrire de la poésie et tout ça, je l'ai fait pas mal de temps, pendant une dizaine d'années. Ça a été édité, certaines choses, et puis après j'ai arrêté, parce que j'avais vraiment, d'abord pour une question de temps, et puis une question d'intérêt. Le son qui est dans ma tête, qui résonne dans ma tête, que j'ai en permanence, je crois que je me disais encore, jamais ça s'arrêtera. Ça sonne tout seul, ça parle tout seul, vous comprenez? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais les notes de musique, c'est nuit et jour, c'est en permanence. Moi, ça se fait autrement, mais j'imagine automatiquement. Musicien, et ça part tout le temps, ça parle. Donc ça chante, quoi. Voilà, même là, en train de vous parler, ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc à un moment donné, c'est facilement. Ma femme à l'époque me disait, mais dès que tu te mets sur la feuille, tu n'arrêtes pas. Tu ne réfléchis même pas 2 secondes. Ben non, parce que c'est un robinet. C'est un robinet, absolument. Alors peut-être que c'est pas bon, parce que la forme s'en ressent. Je ferais bien de réfléchir un peu, mais je réfléchis en même temps, évidemment. Tu écris une note, tu écris un truc, mais tu réfléchis. Il n'y a pas que moi qui parle comme ça. D'autres compositeurs. Mozart dans Amadeus tenait le même discours. Mais dans toute son œuvre. Je ne sais pas si je n'ai pas entendu ça, mais bon, mais pourquoi pas. Schubert, il n'y a pas une rature chez Schubert. C'est parce que... C'est pas Flaubert. Qui est écrivain, lui, pour le coup. Mais voilà. Donc, il raturait beaucoup. Il raturait beaucoup, non, on ne rature pas. Moi, après, j'aime bien revoir mes œuvres. J'aime bien corriger des petits détails, des petites choses, mais des très petites choses. C'est pas le grand flot, ça, c'est pas... non. Je trouve qu'il faut laisser parler l'écriture elle-même qui est dans la tête et qui va et qui vient. Voilà, bon. C'est comme ça. Certains autres mettront 3 heures pour sortir 3 notes, et je peux les comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal. Certains écrivent puis déchirent après. Moi aussi j'ai déchiré, hein, non, parce que ça m'est arrivé. Comme Dali a brûlé des tableaux. Oui, je sais pas, je savais pas, mais bon, pourquoi pas. Et Duparc a brûlé aussi une grande partie de son œuvre. Il a gardé que très peu par rapport à ce qu'il avait écrit, ce qui est peut-être très dommage pour nous. Peut-être pour le public c'est très dommage. Mais lui, c'était lui qui parlait. Il voulait dire, voilà, moi je parle comme ça, ma langue c'est ça, mon œuvre c'est ça, et ce que je veux faire passer c'est ça. Donc c'est un petit peu comme ça. Voilà pourquoi maintenant, pour en revenir à votre question, quand ça a brûlé, ça a été pour moi un drame, vraiment. Ça l'est toujours, hein. Je peux vous dire que c'est une blessure en fait. C'est une blessure immense. Je me dis, surtout quand je me retourne et que je me dis, ah mince, ça aussi c'est parti. Ah mince, ça aussi c'est parti. Ah mince, ça aussi ça a brûlé.
Alors, et ça, je sais que quand je dis ça, c'est que je ne réécrirai pas. Oui, parce que c'est le moment. Terminé. Alors, le plus fort, c'est que quelqu'un me dit, mais tu as les enregistrements. Oui, attends, les enregistrements, il n'y a pas la partition. Oui. Quand vous écrivez pour 80 musiciens d'orchestre, Alter Ego par exemple, des trucs avec des signes, des machins invraisemblables, oui, mais l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle va pouvoir recréer ça. Mais pas forcément la même écriture que moi, il n'emploiera pas la même écriture. Moi, c'était des signes, ça montrait souvent tel signe voulait dire ça. Jouer en jouant, souffler en jouant, gronder, chanter en jouant. Par exemple, il y avait des choses comme ça. Des intertextes. Des intertextes, il y avait 10 pages de texte avant de pouvoir jouer un son. En fait, il y a le solfège et les didascalies. C'était un nouveau solfège. C'était une façon à l'époque de créer le nouveau solfège. Et ça, Pierre Schaeffer l'avait dit souvent lorsqu'il entendait tac, boum, 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 la musique tabla hindoue. Il dit voilà un autre solfège. Donc il n'y a pas que notre solfège traditionnel qui est là, cette écriture-là. Il y aura d'autres solfèges. Cherchons un autre solfège. Je cherchais à l'époque une écriture électroacoustique solfégique. C'était un leurre. Mais on peut quand même obtenir, je sais qu'avec certains de mes dessins, j'obtenais en un dessin, on comprenait 10 choses à la fois. Ça évitait 10 lignes d'explication. Vous comprenez? Donc c'était un autre solfège. Et c'est pour ça que je ne peux pas le refaire, ce travail-là. Ça me prendrait un temps fou. Il faut que je revive ces années-là. Pendant 10-15 ans, j'ai fait que ça. Parce que j'étais à Rome, à la Via Médicis notamment, entre 83 et 86. Et puis après, à Barcelone, de 86 à 88, avant de prendre le conservatoire de Perpignan. Ça a été quand même 5-6 ans de création absolue et intransigeante. Du coup, c'est une géopolitique de la culture que tu as mis en place. Absolument. Là, c'est bien de le signifier. C'est-à-dire que pour mettre en synergie des territoires, tu es devenu un diplomate en tant que directeur de... Raconte-nous comment il y a une grande partie les de négociations, au-delà de la musique... si tu veux, c'était quand même beaucoup de persuasion. Il fallait que je persuade des gens qui n'étaient pas du tout préparés à ça. Je me souviens à l'époque, le brave docteur Bernard Nicolo, qui m'avait fait venir à Perpignan, avait dit devant Pierre Schaeffer... voilà, vous l'entendez parler, vous voyez ce qu'il fait là, tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Mais je le laisse faire, parce qu'il était tellement passionné par ça, et tellement convaincu de ça, que j'abonde dans son sens. Donc il y avait un respect de l'artiste, quel qu'il soit, de la part du docteur Nicolo. Bernard avait été plus peinture. Hein, oui, mais il était là, je ne sais pas s'il adhérait vraiment à la musique contemporaine, mais j'ai jamais su, mais il assistait à tout. Tout ce que je faisais lui paraissait complètement étrange, un peu fou, mais il suivait un peu ce fou que j'étais. Et c'est quand même lui, avec Paul Alduy, le père de Jean-Paul Alduy, qui, pareil, lorsqu'il m'avait reçu en tête-à-tête, devant whisky, Force Whisky d'ailleurs. Et il buvait quoi comme whisky? Enfin, on veut savoir. Haïlé, pas encore japonais? C'était du Bourbon, non. Et donc, j'ai essayé de le convaincre. Quand je suis arrivé, dès la fin des années 88, avant de prendre de là où je voulais en venir. Et puis il m'a dit, écoute Banco, on fait ça, on part là-dessus, j'aurai beaucoup d'opposition, parmi même mes confrères élus, mais moi je suis convaincu qu'il y a une dimension culturelle qu'il faut apporter à Perpignan de ce niveau-là. Donc là, quand j'ai eu cette quelque part carte blanche, je ne me suis pas posé de question si Pierre-Paul disait du mal de tout le travail que je faisais. J'ai entendu, il n'y a pas de problème. Mais bon, puisque j'avais l'aval de ces politiques, que ce soit Bernard Nicolo, que ce soit Paul Alduy, bon, bien avant, après Jean-Paul Alduy, après d'autres parmi d'ailleurs aujourd'hui encore, hein, dans le métropole, Perpignan Métropole, il y a vraiment des gens qui me soutiennent véritablement, y compris le président d'ailleurs qui me fait avoir des concerts à les symphoniques pendant l'été, qui est une excellente initiative, sur des grandes formations symphoniques, un peu dans des villages, chacun à son tour. Je trouve ça très très bien. Donc tout ça est prenable, tout ça est intéressant. Tout ce qui peut aller vers un sens d'inventivité, de culture et de partage public, on y va. Alors moi, ça a donné naissance, et puis j'étais soutenu aussi à l'époque par Jack Lang, donc j'avais été d'ailleurs inspecteur pendant 1 an. Il m'avait nommé inspecteur de la musique en 82, j'étais tout jeune, je venais d'avoir mon diplôme de directeur de conservatoire, il m'avait nommé là, j'avais discuté beaucoup avec Maurice Fleuret, qui était un immense directeur de la musique, avec Marcel Landowski, qu'il m'avait reçu dans son bureau également au Châtelet pendant des années, ne comprenant pas pourquoi j'allais à Perpignan, il voulait me nommer directeur à Boulogne à l'époque, au conservatoire, en région parisienne, puis au conservatoire de Paris.
et puis au Châtelet. J'ai refusé tout ça parce que j'ai dit je préfère être un initiateur, un chercheur d'or quelque part, que de partir en Californie quelque part. Voilà, c'était ma Californie ici. C'était toute cette façon intrépide d'aller partager mon art et mes connaissances, puis mes intuitions, quelque part, beaucoup d'intuitions, dans une zone française, qui était la mienne, puisque je venais tout le temps en vacances ici, parce que mes parents étaient moi j'ai jamais étudié à Perpignan, ni vécu à Perpignan, je suis parti à l'âge d'1 an, mes parents étaient originaires de là. Du côté italien, ils étaient venus, et du côté catalan, ils étaient originaires de cette région d'Argelès-sur-Mer, de Figueras, de tout ça là. Donc, c'était ce côté pionnier, en effet, qui m'avait vraiment passionné. Mais j'ai été soutenu par quand même des politiques ici, locaux. Et après, quand même, accepter... Est-ce que c'est une époque des politiques et que maintenant... Comme on dit, on ne peut plus rire de tout, tu vois. Non, tu ne pourrais plus le refaire, etc. Je pense que je pourrais... Est-ce qu'il y a un autre Daniel possible? Je ne sais pas si je ne pourrais pas le refaire. Non, je pense que oui. Je pose la question. Donc, je ne vois pas trop d'opposition parmi les élus actuellement à mes projets. Hein. Franchement... Parce que tu es toujours convaincant, c'est quoi le... Non, parce que oui, en tout cas, je suis passionné, ça c'est clair. Donc, si je ne passe pas par cette porte-là, j'essaye par l'autre. Et puis à l'autre, parfois, on trouve quelqu'un. Et voilà, et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Moi, j'accepte de faire de la musique dans des villages de 500 habitants, de 1000 habitants, de 2000, comme 200 000, comme 200 000. Partout, il y a des auditeurs qui ont envie, partout des gens avec qui je peux partager quelque chose, je le fais. Et pareil pour les élus. Même s'il y avait une personne dans la salle, par exemple, lorsque j'ai fait ce travail, cette présentation de mes œuvres d'il y a 40 ans, en électroacoustique avec Flashback, là, au centre du monde, j'ai partagé avec des gens fantastique, c'était vraiment super. Et il n'y avait que 30 personnes. Mais c'était un grand... Ça a été filmé Non, c'était comme ça. Moi, j'ai un peu le... Parce que je fais de la conserve, je suis content. Ben, voilà. Ça me faisait tellement plaisir de te voir enfin en vrai depuis toutes ces années. Et j'ai colligé un peu mes œuvres, comme je disais. C'est-à-dire que je suis retourné en studio parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient un petit peu moins, qu'il fallait un peu arranger. Pas changer, un peu arranger. Mettre un peu plus de profondeur, un peu plus de reverb, un peu plus de plus présente. J'ai fait entendre les originaux et pas les copies. Donc, des choses qui m'ont permis de me retrouver. Fort heureusement, c'était des choses qui avaient été regravées depuis 2011 ou alors qui étaient en disque sur le plan national. Hein. Donc j'ai quand même, heureusement pour moi, publié certains disques qui font qu'on peut réécouter tout ça. Voilà. Alors, Jean Casagrand avait le projet d'une phonothèque. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est très bien. Ouais. Où tu aurais la mémoire de la création musicale large. Non, c'est très bien. Ça, c'est tout ce qui peut être phonothèque ouverte au public, facilement accessible, ça c'est parfait. Et puis ça permet de mieux connaître les œuvres. On ne veut pas aller à toutes les créations. On veut pas. Même moi aujourd'hui, je me rends rarement à Paris parce que j'ai beaucoup de travail ici et j'aime bien quand même écouter les œuvres quand on me les envoie parce que beaucoup de gens m'envoient des partitions et de la musique comme si j'étais encore directeur d'un festival. Je ne suis plus et je ne le veux plus. Je trouve que bon, c'est ça. Si on veut le faire bien, ça prend du temps. Il faut écouter, il faut calculer. Il y a des budgets à faire, des demandes à faire, des dossiers à faire, des collaborations, des coproductions. C'est un métier à part entière, donc je ne peux plus faire ce métier-là. Si je veux, pour l'instant, pour ce qui me reste à vivre, vraiment projeter sur ce que j'ai écrit et ce que je vais faire. Alors, c'est quoi le gros projet que tu as en cours, que tu veux vraiment que ça surgisse? Que ça surgisse. Ici ou ailleurs d'ailleurs. Moi, je suis plutôt ici. Mais... Moi, j'ai plusieurs projets. D'abord, je tiens beaucoup à la diffusion des œuvres aussi bien classiques qu'anciennes et que contemporaines. Défendre des compositeurs qui ont vécu récemment, par exemple Jean-Philippe Gain, des gens que je défends, que j'ai défendu pendant 20 ans à Aujourd'hui Musique, par exemple Xavier Benguerel, par exemple Luis de Pablo. Je tiens à pouvoir le faire de temps en temps, ceci dit, ici et ailleurs. Donc lorsqu'on me propose de diriger à Majorque les compositeurs de Majorque actuels, j'y vais, voilà, parce que je trouve que c'est une belle mission. Quand je veux ici faire des musiques symphoniques avec mon orchestre Perpignan-Catalogne et jouer
jouer dans les villages et partout. Je le fais parce que je pense que le public a besoin de connaître, a besoin d'entendre ces musiques-là et de les partager en direct et pas simplement à la télévision au concert du Nouvel An. Il faut vraiment qu'ils puissent toucher du doigt les violonistes, le travail, comment on devient professionnel. Et ça, j'essaie de le transmettre, de le donner. Ça, c'est une mission qui me paraît très importante. Encore maintenant, un peu d'aller jouer un peu partout dans ce département, hors département bien sûr, de me regrouper par exemple avec le brass band, un magnifique brass band de Carcassonne, avec qui je vais faire des concerts avec le symphonique. Ça, c'est des beaux projets créatifs, où on joue les musiques américaines, on joue un petit peu tout, on joue des créations. Voilà, donc tout ce qui peut être créatif, tout ce qui peut être symphonique, j'essaie de tenir avec Jean-Marc Fazula, l'Orchestre Perpignan-Catalogne, de le retenir, bien qu'on n'ait pas les financements. On est en recherche de financement parce qu'il faut rémunérer les musiciens professionnels et de grand niveau qui vivent ici. Il faut les faire jouer. Ils ont passé le diplôme, ils travaillent au restaurant tous les jours. Ces professionnels méritent qu'on s'en occupe. Donc je me suis fixé cette mission-là, de ne pas que la musique meure ici. Le conservatoire actuellement, apparemment, s'est fixé plus une mission pédagogique, la mission maintenant de diffusion, elle nous incombe, elle incombe au Théâtre de l'Archipel, elle incombe à moi-même, elle incombe aux autres orchestres qui sont sur le département, et chacun amène sa pierre à l'édifice, que ce soit les petits festivals. Non, il n'y a pas de petit festival pour moi, comme je disais, une rencontre avec des gens, c'est jamais petit, c'est toujours grand. Voilà, donc c'est un peu ça qui me met, et puis ma propre création. Parce qu'il est évident que j'essaie de reconstituer certaines choses auxquelles je tiens particulièrement, qui ont brûlé, qui ont disparu, je tiens vraiment à ça, et donc je réécris beaucoup, et j'invente aussi, je réécris à la demande, un peu moins, parce que il y a quand même eu ce frein terrible de la perte de mes partitions, et j'ai les enregistrements, j'ai certains enregistrements, j'ai pas toujours les versions qui vont avec, j'essaie de reconstituer ça qui était ma vie, qui était moi-même. Donc et puis j'écris aussi, j'orchestre sans arrêt. Il n'y a pas... vous savez, quand j'ai des formations qui sont à géométrie variable, quand une ville vous dit voilà, on n'a malheureusement que 3 000 €, ce qui fait 1 500 € sans les charges sociales, et on ne peut pas avoir un orchestre symphonique avec ça. Donc je suis obligé de faire des adaptations, des réductions, tout en gardant l'essence de cette musique-là. Donc c'est un travail de réorchestration, de réaménagement des partitions que je pratique pratiquement tous les jours, mais ça pas depuis aujourd'hui, c'est depuis toujours. Didier Lockwood. Oui. C'était pour qui j'ai cramé mon moteur des motos. Passons. Ah, oui, d'accord. Mais Didier Lockwood, moi j'ai bien connu évidemment. Hein. Oui. Et Marianne, à l'époque sa femme, on a fait des concerts ensemble. Et lui aussi était un magnifique jazzman, magnifique violoniste de jazz, un peu dans les lignées des plus grands. Mais il avait beaucoup d'envie de jouer de la musique classique, de se retrouver. Soit jouer des œuvres classiques comme le double concerto de Bach, qui sont des pièces maîtresses, même pour l'apprentissage du jazz, j'ai envie de dire, parce que toutes les trames harmoniques sont dessus. Hein. Donc, il était aussi amoureux de ça, tout autant que de l'invention, pure et dure. Donc, je me suis retrouvé beaucoup avec lui et d'autres jazzman à créer, à inventer, à chercher des passerelles. Depuis le début, le groupe Multitude, et comme je dis, moi j'ai pratiqué très tôt ça. Les premières œuvres étaient des œuvres pour Multitude, c'est une pièce pour quartet de jazz et ensemble classique. Musique contemporaine. Donc par exemple, Tintal, pareil, j'ai fait appel à Jeff Sicard, à des gens comme ça, à Mechali, à tous les musiciens de l'époque pour créer des musiques transversales. Récemment, lorsque j'ai voulu créer cette messe gitane avec Te Camélie, c'est pareil, ça fait 10 ans qu'ils me demandaient, Daniel, il faut qu'on travaille ensemble. Donc ça existe. Bien sûr. Jérôme Espinas nous a quittés il n'y a pas longtemps, à propos de Te Camélie. Il nous a fait une crise cardiaque il y a 3 semaines. Oui, j'ai vu ça dans le journal. Et alors, est-ce qu'on peut l'écouter, cette musique de toi et Te Camélie? Ah ben si vous allez sur le site ospc.fr, vous aurez un extrait de cette messe gitane que je donne de temps à autre. Je l'ai donné à Canet, là, devant 2000 personnes cet été, 3000 personnes devant... Ça dure combien de temps? Ça dure le temps d'un concert, 1h20, 1h30. Ah, d'accord. Ouais. J'ai repris tous leurs titres de Escolteu, qu'ils avaient fait, ce disque.
parce qu'ils me l'ont donné dans la rue. Ouais. Ils avaient tellement marre de me dire il faut que tu nous écris, il faut qu'on fasse des choses ensemble pendant 10 ans, qu'un jour je me suis retrouvé rue en allant au conservatoire, au Café La Source, ils étaient là installés. Ils m'ont dit Daniel, voilà le disque, alors maintenant tu nous fais un truc avec nous. Et en effet, j'ai écouté le disque, j'ai repiqué toutes leurs partitions, qui ne sont pas écrites, moi je les ai écrites, et puis j'ai rajouté mes musiques classiques, et on a fait une chose ensemble qui s'appelle donc La Messe Gitane, et qui est... Bon, ça a été filmé, ça aussi? Oui, ça a été filmé, oui, tout à fait, ça a été filmé. Tu sais, on peut le voir ou... Chez moi. Ou alors sur le site internet ospc.fr, il y a quelques extraits, mais bon, on peut éventuellement... Tu le rejouerais Ah bon, on va le rejouer, de toute façon, c'est prévu qu'on le rejoue plusieurs fois, on va le refaire, je pense, du côté de Toulouse bien prochainement, et puis chaque fois qu'on me le demande. Voilà, on l'avait joué à Narbonne, on l'avait joué au Festival Élysée, là, du côté de Narbonne, on l'avait joué un peu partout, quoi. On l'avait joué est-ce que j'ai joué ça récemment, à Millas, à Collioure, à Canet, on l'a fait plusieurs fois, hein, donc cette gitane. Mais c'est depuis 3 ans seulement, 2-3 ans, je te rassure. C'est pas, parce que j'ai mis du temps pour le faire, et j'ai profité de ce fameux intervalle de vie qu'on a eu lorsqu'il y a eu le Covid, pour... Ah oui. Alors là, c'était formidable pour un compositeur. J'avais plus le conservatoire trop j'avais à distance un peu, puisque on ne travaillait pas autant, il n'y avait pas d'élèves à l'époque, enfin il n'y a plus d'élèves puisque personne n'allait. Donc il y a eu un instant où j'ai vraiment écrit, quoi. Alors, une dernière chose, puisque c'est un peu plus tôt, on est plutôt sur la fin de l'interview que du début. Alors, il y a eu une série de morts il n'y a pas longtemps. On parlait de Jérôme Espinasse, je pense à Joël Mété, qui est journaliste, et aussi à un amateur d'art. Oui, bien sûr. Je pense à... Qui a fait quelques critiques de mes concerts. Jean-Louis Coste. Oui, oh là là, oui. Et à d'autres, je pensais à Kéral, oui, Jacques aussi, qui a disparu pendant le Covid. Qui est magnifique, qui écrivait merveilleusement bien. C'était vraiment des gens... Et on a eu une petite discussion au téléphone. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un musée? Alors j'en ai parlé à un prof d'histoire, c'est pas forcément... Il y a eu Pedro Soler aussi, surtout. Ah oui, Pedro nous ça a été immensissime musicien, immensissime personne à tous les niveaux, hein, qui a vraiment irrigué le monde de ses musiques, de sa guitare et de tout ce qu'il avait dans le cœur et dans les doigts. C'était vraiment une perte considérable. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un outil, d'un musée? Enfin, moi je pense musée, mais tu sais, où tu passerais dans des salles, il y aurait des déclenchements de musique, de voix, etc. Pourquoi pas? Pour les personnes du XXe siècle, où tu pourrais rentrer dans ton vivant, ou un panthéon local, je ne sais pas, mais je trouve que moi ça a été j'étais très content quand Jérôme Quaretti m'a gentiment donné son numéro. D'ailleurs, Jérôme, je lui donnerai le film de Cavelli pour qu'il puisse le diffuser, parce qu'il me l'a demandé. Ça sera, voilà, ça sera très bien. Et parce que je me dis, mon Dieu, mais est-ce qu'il y aura que moi qui sais, entre guillemets, que Daniel Tosi a fait tellement pour le territoire et qu'il a donné du beau pour le territoire? J'ai cette angoisse que les gens qui vivent ici, les prochains, aient pas ce plaisir d'avoir à te côtoyer, et d'autres, tous les gens qu'on a cités. Et ça serait bien qu'il y ait un endroit où on puisse les célébrer, mais de manière vivante, tu vois. Il faut le faire. Voilà. Tout à fait. Après, c'est plus compliqué, il faut convaincre. Parce qu'il y a une question de budget, une question de... toujours pareil. Hein. On rentre dans mais c'est une excellente idée, c'est évident, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnalités marquantes depuis une T'en aurais d'autres de Jordi Bar à Cali et tout ça. Oui, Jordi Bar, Cali, oui. Il y a beaucoup de monde, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui mériteraient le détour artistique ici, et puis qui mériteraient de faire mémoire, d'être parmi... Peut-être que ça se fera un jour, mais c'est de... Une aile supplémentaire au Théâtre de l'Archipel? Comment? Une aile supplémentaire au Théâtre de l'Archipel? Pourquoi pas, oui. S'il y a encore de la place, c'est pas des guattes? Oui, je pense qu'il peut y avoir de la place si on bouscule un peu là. Le parking, ça va très bien. Voilà, non, ça peut être très bien. Mais même, c'est pas très bien, ça serait... Non, c'est pas une question de mémoire, c'est une question... Moi, j'aime... La Montmartre, c'est une chose, le musée, c'est une chose, mais... qui donne un peu de l'énergie pour le futur, pour l'avenir, pour les nouveaux, pour les gens qui arrivent. Pour être inspiré. Pour donner de l'inspiration, pour te dire, voilà, dans cet élan, il y a eu tous ces gens-là qui ont essayé de faire quelque chose, et qui ont réussi, pas réussi, mais qui sont là, et qui ont en tous les cas œuvré pour animer ce territoire pendant une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, et même avant.
qui méritent vraiment qui ont apporté une dimension quand même nationale aussi. Hein. Il n'y a pas que ça, ou internationale, c'est évident. Il n'y a pas qu'Arthur Kant et Claude Simon, quoi. Non, il y a vraiment du beau monde. Il y a beaucoup de gens moi j'ai beaucoup de. Je citerai plein de gens, même au niveau de la peinture, au niveau de Roger Estève, des gens comme ça, qui ont une dimension Villa, tous ces gens-là, qui sont vraiment des gens intéressants et qui mériteraient qu'on le sache, qu'on en parle. Parce que le grand public ne les connaît pas. J'imagine qu'il n'y a rien à Perpignan. C'est le trou du cul du monde et puis terminé. Voilà, ça c'est dommage, où il pleut jamais. Voilà, à part ça, c'est tout ce qu'on sait dire. Voilà, mais il y a vraiment une vraie richesse et catalane et dans tous les secteurs d'activité culturelle, des poètes, je ne sais pas moi, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui ont eu le prix de, je pense au père de Françoise Guin, qui a eu quand même un prix de poésie dans les années 50, ces gens-là, qui étaient quand même, qui ont vécu à Totavel, à Estagel, des gens comme ça. Donc c'est quand même dommage qu'on ne connaisse pas tous ces gens-là qui ont vraiment apporté quelque chose. Quoi, hein. Je pense à Roger Perrault qui nous a quittés. Roger Perrault, là aussi Roger, qui a fait le livret de mon opéra Orphée. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait le livret et qui est un truc auquel je tiens beaucoup. C'est un opéra rock, voilà. mais très écrit d'ailleurs. Et puis Cali me demande tout le temps quand est-ce qu'on le refait, quand est-ce qu'on le remonte, quand est-ce qu'on le monte réellement. Et après c'est une question de subside, une question de finance, parce que ça coûte cher. Évidemment, si on veut bien faire les choses, pour faire du bariolage, ça, évidemment, on peut le faire demain. Mais monter dans sa vraie valeur, dans ce qu'il a. Enfin, moi j'aimerais beaucoup pour Roger, pour ce qu'il a fait, pour son travail, on a beaucoup collaboré là-dessus, pour faire un deuxième acte supplémentaire, et ça serait bien qu'un jour nous soyons montés. Voilà. Mais avec des moyens, il faut des moyens financiers qui sont ceux d'opéra, qui sont lourds. Et la création à l'opéra aujourd'hui dans le monde entier, c'est surtout les reprises de l'époque romantique, Traviata, Tosca, qui est très beau, mais la création, malheureusement, on la laisse un peu de côté. Daniel Tosi, merci. Est-ce qu'il y a un site, Daniel Tosi, on peut retrouver un peu... Non, je n'ai jamais trouvé le temps de faire ça. On peut retrouver pour l'instant, le seul site qui existe, c'est mon orchestre, avec celui que j'ai avec Jean-Marc Fazula, Orchestre Symphonique Perpignan-Catalogne, c'est ospc.fr. Et là, vous trouvez mes directions, mes machins, les projets, les concerts en cours, ce que je vais diriger bientôt, du moins mois par mois. Quoi. Daniel Tosi, merci. Merci à vous, merci beaucoup. C'est enregistré, j'espère. Bah oui, c'est pas ça, c'est que ma connexion lente, voilà. Partager la diffusion, bah oui, c'était déjà en direct.